Bonjour, Simone Font, directrice pédagogique et des formations. Je suis ravie de pouvoir vous accueillir au premier site, la première rentrée des sites qualifiants de l'IRTS Champagne-Ardenne. Une première entrée des sites qualifiants qui est portée par trois, je dirais, besoins. Un besoin qui a été identifié lors des questionnaires qui ont été adressés dans le cadre d'une certification portée par l'IRTS, à savoir une demande des sites qualifiants de renforcer le lien entre les organisations de formation, l'organisme de formation et le terrain, dit le terrain. Et puis, également, par le constat qu'on a en équipe pédagogique, de rappeler aussi que les sites qualifiants, les terrains professionnels dans notre langage courant, constituent plus de 50%, voire pour certaines formations, vraiment plus de 50% de la formation des futurs travailleurs sociaux et donc contribue largement à cette professionnalisation attendue par les terrains professionnels. Enfin, le dernier élément qui nous a semblé incontournable pour pouvoir mettre en place cette première rentrée des sites qualifiants est l'évolution de la formation professionnelle qui, certes, depuis 2018, s'est vue euh, je dirais, bouger, réformer, a vu ses lignes et ses repères aussi en termes d'accès, mais aussi composition des formations et, je dirais, d'accès à la formation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que les terrains professionnels n'avaient pas toujours toutes les billes en matière de formation professionnelle à dispenser soit auprès de leurs salariés, mais surtout dans l'accompagnement des stagiaires. Avant de pouvoir en effet ouvrir très officiellement ce webinaire, je voulais rappeler quelques règles. C'est un webinaire avec, comme je dirais, indication le fait qu'il soit enregistré. C'est un webinaire qui sera enregistré et du coup visionnable sur le site de l'IRTS sur toute l'année universitaire 2024-2025. Dans la deuxième condition aussi de ce webinaire, c'est que c'est un webinaire où il n'y aura pas d'interaction en direct avec les personnes donc en visionnage de ce webinaire. Donc, on sera à micro fermé. Et la seule manière de pouvoir en effet échanger avec l'équipe qui anime ce webinaire, c'est de pouvoir passer par l'espace questions-réponses que vous retrouverez en bas à gauche de votre écran et que vous pouvez actionner. Alors, justement, pour animer ce webinaire, sur cet espace questions-réponses, nous allons avoir deux personnes, donc Martine Gilles et Alison Facio, qui vont pouvoir recueillir l'ensemble de vos questions, qu'on pourra en effet recueillir et pouvoir y répondre à la fin de chaque partie qui va composer ce webinaire. Nous allons aussi, pour pouvoir, on va déjà remercier aussi Monsieur Arter, Laurent, responsable informatique à l'IRTES Champagne-Ardenne, avec qui ce webinaire n'aurait peut-être pas vu le jour au regard de la compétence parfois technique dans l'équipe pédagogique, déjà les miennes hein, de compétences. Ensuite, nous avons aussi la chance d'avoir Christelle Bion, responsable de la filière éducateur jeunes enfants, Cyril Muslac, responsable de la formation éducateur spécialisé, Émilie Bouffanet, responsable de la formation des moniteurs éducateurs, et Madame Bergamaschi Aurélie, la chargée de qualité au niveau de l'IRTES Champagne-Ardenne. Pour ce sommaire, il y a en effet, je veux bien qu'on passe à la diapo suivante. Donc, on vous propose en effet de décomposer ce webinaire en trois parties. La première partie qui sera présentée par Cyril Muslak et moi-même abordera la notion de site qualifiant et la question de la contractualisation entre les terrains dits professionnels et l'organisme de formation, en l'occurrence l'IRTH Champagne-Ardenne. Ensuite, Émilie Bouffanet vous évoquera en deuxième partie la toute récente réforme des moniteurs éducateurs et TISF qui est en œuvre depuis à peine une semaine au sein de notre établissement. Et on clôturera ce webinaire
par la mise en place d'une foire aux questions, qui est l'une des demandes dans le renforcement des liens que l'on a avec les terrains professionnels, les stages, les lieux de stage. Nous démarrons sur la première partie, définition du site qualifiant. Il nous a semblé vraiment pertinent de pouvoir repartir sur ce premier webinaire de la définition du site qualifiant, puisque c'est un terme qui rentre dans notre jargon professionnel et qui est souvent partagé, évoqué, n'amenant pas toujours, je dirais, une clarification, en tout cas une identification du rôle attendu derrière cette définition-là. Alors, cette notion de site qualifiant, ou peut-être dans le langage plus courant, et lieu de stage, là plus souvent c'est les lieux de stage, sont donc dans le jargon professionnel site qualifiant, sont dans tous les cas une organisation professionnalisante, tant dans sa pratique professionnelle attendue que dans l'acquisition de savoirs et de connaissances complémentaires. Ce qui est intéressant dans cette définition, c'est autant la question des attendus en matière de pratique professionnelle semble d'une évidence derrière cette notion de site qualifiant, que la deuxième partie de la définition, à savoir la question des savoirs et des connaissances complémentaires que l'on suppose complémentaires à l'organisme de formation, c'est absolument un aspect qui est un petit peu plus méconnu dans la relation que l'on peut avoir entre les organisations de formation, les organismes de formation et les lieux professionnels. Alors, ces éléments, dans tous les cas, ce que l'on sait, que ce soit pratique professionnelle, savoir ou connaissances complémentaires, doivent, dans tous les cas, répondre, être en écho au référentiel de compétences, qui est l'outil commun entre les sites qualifiants et l'organisme de formation. C'est vraiment cet outil-là, et c'est souvent le discours qu'on souhaite vous apporter, qui est le repérage dans l'accompagnement que l'on peut avoir avec les apprenants, c'est ce référentiel de compétences qui est réellement commun, d'autant plus qu'il est commun aussi bien dans le dispositif de formation que dans d'autres dispositifs comme le dispositif VAE. Donc c'est vraiment un outil qui est, je dirais, la base de la relation pour pouvoir, aussi bien avec un stagiaire qu'un terrain professionnel et un organisme de formation, avoir en effet cette porte d'entrée-là commune dans l'accompagnement à la professionnalisation. Mais au-delà de ces textes réglementaires et de ces définitions, il y a une nécessité d'une procédure de reconnaissance de site et cette reconnaissance de site qualifiant se matérialise par ce qu'on appelle une convention cadre. Et donc, l'importance de cette convention cadre fait qu'aujourd'hui, il y a donc un support qui existe au niveau de l'IRTS qui s'appelle la convention de site qualifiant. Cette convention de site qualifiant est une première contractualisation entre les sites qualifiants et l'organisme de formation qui est d'une durée de 5 années et qui, je dirais, contractualise un partenariat par filière et par service pour un accompagnement d'une part des stagiaires et donc va vérifier aussi, garantir que l'offre de formation pratique dont on a parlé dans la définition soit en effet en adéquation et je dirais au référentiel des apprenants qui sont accueillis. Et donc, du coup, cette convention de site qualifiant, elle est incontournable et réglementaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour qu'un stagiaire puisse aller sur un terrain professionnel, alors je dis aujourd'hui alors que le texte réglementaire date d'il y a 20 ans quand même, depuis 2005, mais ce texte réglementaire impose à chaque organisation de formation d'avoir ce premier partenariat contractualisé. Ces 5 ans n'obligent pas à, je dirais, accueillir des stagiaires chaque rentrée universitaire. Elle oblige à une contractualisation donne une période
possibilité de reconnaissance, mais n'oblige pas à un accueil systématique de stagiaires. On verra bien, après Cyril vous expliquera, que tout ce qui concerne le stagiaire relève d'une autre contractualisation. La première contractualisation, elle est vraiment pour sceller un partenariat entre l'organisation de travail, le milieu professionnel et l'organisation de formation. Ce qui est aussi intéressant, c'est que dans cette contractualisation partenariale, elle va au-delà de l'accueil de stagiaires, puisque cette organisation de travail doit aussi, de par ses compétences et sa qualité d'intervention, concourir à la certification des apprenants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on a pour certaines filières, certains terrains professionnels qui doivent concourir directement à la certification de certains blocs de compétences. Et pour d'autres filières, il y a une position au niveau de l'IRTS Champagne-Ardenne qui est de pouvoir composer ces jurys à partir des lieux dits de sites qualifiants, puisqu'on part du principe qu'il y a une garantie, excusez-moi, une garantie de la connaissance du référentiel. Mais comme j'ai pu le dire, ça ne suffit pas et donc je laisse du coup à Cyril de d'évoquer la question de la contractualisation du stagiaire. Merci Simone. Bonjour à tous et à toutes. Effectivement, il y a une deuxième, un deuxième conventionnement qui est une contractualisation à une dimension beaucoup plus proche du stagiaire. Elle a une dimension pédagogique, cette deuxième convention. C'est ce qu'on appelle la convention de stage. Donc au-delà des objectifs de stage hein, qui sont effectivement rédigé par l'apprenant qui va venir sur votre site qualifiant. Cette convention peut être tripartite ou quadripartite. Tripartite quand l'engagement se fait entre le site qualifiant, l'apprenant et l'IRTS, et quadripartite quand ce même apprenant est salarié. Donc l'employeur rentre dans cette convention. Il y a évidemment des enjeux avec les apprenants puisque le référent professionnel et le référent de parcours vont être identifiables et identifiés sur cette convention. Ils vont être nommés et représentent les repères, les personnes repères pour l'apprenant durant son stage. Donc cette formation pratique a évidemment des objectifs et demande un engagement, en tout cas met en lumière l'engagement de l'apprenant tout au long de sa formation et donc son expérience sur votre site qualifiant. Sur cette convention, on retrouve aussi un cadre réglementaire, hein, puisque en fait, les apprenants ont tous un statut différent. Il peut y en avoir de trois types. Il y a les étudiants, il y a les demandeurs d'emploi et il y a les salariés. Donc, le cadre horaire hebdomadaire et quotidien est aussi réalisé et existe en fonction du statut de ces apprenants. Donc, je vais pas vous lire la convention, mais en fait, ce sont des différents articles qui annoncent ces éléments et qui sont aussi importants dans le fonctionnement et en tout cas dans l'accueil du stagiaire qui n'a pas forcément en tête ses engagements ou en tout cas le cadre dans lequel il réalise son stage. Donc, cette convention permet à toutes les parties de le repérer. Il y a aussi un élément qui est important dans cette convention, c'est la partie sur les arrêts de stage notamment, puisque c'est pas parce que vous êtes site qualifiant que le stage doit être amené à son terme, et c'est surtout pas parce que un stage est arrêté que la convention de site qualifiant, elle, s'annule. C'est juste la contractualisation entre l'apprenant, vous et nous, sur cette formation pratique individuelle. Euh, L'émargement aussi un élément important. Dans cette convention, nous allons retrouver une fiche à compléter chaque jour, chaque matinée, chaque après-midi, qui permet, et peu importe le statut, hein, qui permet effectivement de donner la preuve de la présence du stagiaire au sein de votre établissement, au sein de votre service.
Le cadre horaire et hebdomadaire quotidien, c'est aussi être dans un calendrier. Donc, vous avez à charge, en tant que site accueillant, de produire un calendrier qui va permettre à l'ensemble des parties de se repérer dans l'organisation de cette formation pratique. Voilà, donc cette convention de stage est bien une convention pardon, une convention de formation pratique réalisée sur site qualifiant. Voilà. J'espère avoir fait le tour de cette convention. Peut-être y a-t-il des questions, Martine et Alison, sur cette partie? Alors, pas de questions pour le moment. Ok. On verra, peut-être que les questions vont venir au fur et à mesure et peut-être à la fin. Donc, je vais laisser la parole à Émilie Bouffanet qui va vous présenter la réforme des moniteurs éducateurs et des techniciens d'intervention sociale et familiale. Merci Cyril et merci Simone par ailleurs. Bonjour à tous. Donc oui, j'ai la charge effectivement de vous présenter cette réforme qui est en date pour la filière TISF, technicien d'intervention sociale et familiale, en date du 1er juillet et pour le diplôme d'état moniteur éducateur du 5 juillet. Cette réforme, effectivement, vient nous présenter une formation en 3 blocs, quand par ailleurs nous étions en domaine de compétences, 4 pour les moniteurs éducateurs et 6 pour les TISF. Donc là, actuellement, nous sommes sur 950 heures de formation commun. Alors, commun, non, commun sur le bloc 1 et sur le bloc 3, où nous avons fait le choix avec Madame Oupi, responsable de la formation des TISF, de le construire communément. Et puis, nous avons un bloc 2 qui est spécifique métier. Tout ça, c'est réparti sur un volume horaire, hein. Le bloc 1 est réparti sur 420 heures. Il s'intitule Contribuer à l'accompagnement socio-éducatif dans une logique de parcours et se décline en 4 unités de formation. Ces unités de formation sont elles-mêmes déclinées en 3 parties, à savoir connaissance pour un premier lieu, méthodologie et pour finir positionnement professionnel. Concernant le bloc 3 en commun également, nous avons 150 heures qui sont réparties. Du coup, on a fait le choix sur la 2e année, qui concerne notamment le travail en équipe et le travail en partenariat. Et nous avons un bloc 2 de 380 heures qui est vraiment spécifique métier. Pour le ME, on est autour de contribuer au projet éducatif spécialisé dans une visée inclusive. Pour les TSF, c'est plus martelé autour de la parentalité, par accompagner les parents, futurs parents, dans l'exercice de la fonction parentale. Chez les moniteurs éducateurs, nous avons 3 unités de formation, contrairement à 4 unités de formation chez les TSF, avec une particularité d'une unité de formation spécifique autour des visites médiatisées. Donc, nous avons 950 heures en formation théorique qui sont couplées, comme le disait Simone dans la première partie de sa présentation, avec une augmentation, en tout cas chez les moniteurs éducateurs, de la formation pratique, à savoir 1050 heures maintenant, contre 980 heures par ailleurs. Par contre, pour les TSF, ils ont réduit de 2 semaines leur lieu de formation pratique. Alors, nous avons fait le choix avec Madame Oupi de répartir en effet, en fonction des statuts, le volume horaire, à savoir en première année 560 heures en première et puis 490 heures en seconde année. Pour les apprentis et salariés, nous avons fait le choix de mettre 210 heures plutôt en 2e année de formation pour répondre notamment à ces intitulés de blocs qui nous obligent, en tout cas, qui nous ont fait réfléchir à une autre façon d'organiser la formation avec une cohérence, notamment par rapport aux objectifs de stage. On ne peut pas effectivement partir en formation pratique si on n'a pas eu quelques contenus de cours au préalable. Donc, c'est pourquoi nous avons fait ce choix. À savoir, donc ça sera la slide d'après, c'est que, alors, je ne l'ai pas noté, mais c'est important quand même d'indiquer que maintenant, avec cette réforme, il n'y a plus d'écrit demandé pour les admissions. Un oral de motivation, même titre que les niveaux 6 actuellement d'une demi-heure, sera demandé, mais il n'y a plus d'écrit dans le cas où l'apprenant n'a pas le bac. Donc, ce sera un oral de motivation qui aura lieu courant juin. On n'a par contre pas changé le calendrier. Il y a dans les textes l'obligation encore de 2 sites distincts de formation pratique.
Pour le moniteur éducateur, là encore, c'est une constante par rapport aux anciens textes où il y a un stage obligatoire en hébergement. Et pour la formation TSF, par contre, il y a un lieu qui permet à l'apprenant d'intervenir au domicile des personnes aidées, donc de faire du domicile. Nouveauté dans les textes, l'encadrement, la formation pratique doit se faire par par une personne diplômée moniteur éducateur ou diplômée technicien d'intervention sociale et familiale, ou le cas échéant, par un référent professionnel en fonction d'encadrement dans le champ de l'action sociale ou médico-sociale. Cette nouvelle réforme permet effectivement à l'apprenant maintenant de s'inscrire plus tôt dans ce on va appeler aujourd'hui un parcours de diplomation, ce qui est aussi en lien avec les nouveaux textes sur la validation des acquis de l'expérience, comme Simone a pu vous l'aborder aussi par ailleurs. Donc voilà, on a maintenant cette possibilité de construire un parcours propre, individualisé pour l'apprenant. Donc voilà, en tout cas pour l'actualité de la réforme METISF. Je ne sais pas si Martine et Alison, vous avez éventuellement des questions par rapport à cette réforme. Bon, a priori, Nous n'avons pas de Alison. questions, non. Je te remercie, Alison. Si toutefois des questions venaient à se poser, n'hésitez pas via la question-réponse du site. Je vous remercie et puis je laisse la parole maintenant À Simone, à Simone qui va reprendre sur la troisième dernière et partie. dernière partie. Donc, qui a été en effet l'intérêt de mettre en effet une foire aux questions en dernière partie et de recenser un petit peu les questions qu'on pourrait avoir au cours de ce webinaire. Donc, il y a tout à fait la possibilité de, en dehors des deux points qui ont été abordés, d'avoir peut-être d'autres questions à soulever et pour lequel l'équipe du webinaire pourrait largement y répondre. Mais c'était également aussi de mettre une foire aux questions en place au regard des questions récurrentes que l'on rencontre au cours de notre pratique professionnelle avec lors des lieux de visite de stage, lors des réunions FOST, lors des aussi parfois des épreuves de certification. Certains professionnels nous évoquent certains éléments sur la question des mises en stage et sur la question des difficultés qu'ils peuvent rencontrer ou des surprises qu'ils peuvent avoir sur la différence entre les statuts des apprenants ou autres. Donc, c'était ces questions récurrentes qui permettent en effet je dirais, de peaufiner et d'ajuster parfois nos propres pratiques professionnelles entre deux institutions et de répondre au mieux aux attentes de toutes les parties prenantes. On va démarrer peut-être par les questions que l'on a d'une manière assez récurrente au niveau de l'IRTS. Et pour cela, j'invite donc du coup Cyril et Christelle, je crois que c'est Christelle d'ailleurs, qui va ouvrir le bal des questions avant qu'elle parte, je dirais, faire un petit tour en voiture, puisqu'on a le droit à de l'animation. Christelle, je te laisse Alors, prendre. c'est moi. C'est pas Christelle, c'est Cyril qui prend la première. C'est vrai, excuse-moi alors. C'est moi, le petit tour en voiture, c'est pour moi. Cyril. Voilà, donc un stagiaire peut-il conduire un véhicule du site qualifiant et transporter des personnes accompagnées? Alors, oui, bien sûr, évidemment que c'est possible, mais tout ça, c'est induit par les responsabilités et la prise de responsabilité que peut prendre le stagiaire. Donc, c'est bien le site qualifiant qui doit décider et évaluer la capacité du stagiaire à conduire. C'est une question d'assurance, évidemment, donc le stagiaire sera assuré par l'établissement qui fournit le véhicule. Et puis, charge à l'établissement d'évaluer la capacité du conducteur. Donc, est-ce qu'il a le permis de conduire en cours de validité, par exemple? Ça, c'est le terrain qui doit s'en occuper. Et puis, en fonction du profil de l'apprenant, peut-être que certains stagiaires peuvent avoir peur de conduire pour la première fois un véhicule avec des personnes dedans. Donc, bon, est-ce que sur les premières temps de conduite, il faut le laisser conduire seul? Bon, voilà, c'est peut-être pas une bonne idée. Pour autant, sur des stages dits à responsabilité,
responsabilité. Par exemple, en fin de parcours, les stagiaires peuvent tout à fait accompagner une personne jusqu'au tribunal, par exemple, ou emmener quelques enfants dans un véhicule pour faire une sortie. Voilà, donc cette habilitation à conduire un véhicule relève de la responsabilité du terrain. Voilà. Alors, deuxième question qu'on avait préparée pour partager la réponse avec vous, c'est la suivante. Peut-on faire travailler un stagiaire le week-end et la nuit? Alors, on va être un peu dans le même style de réponse que celle que Cyril peut vous avoir fait à l'instant. C'est-à-dire que c'est possible, tout à fait. C'est même intéressant en fonction du contexte dans lequel le stagiaire intervient. Un exemple très concret, si un stagiaire JE ou ES est présent sur un site qualifiant du type centre maternel, ça peut être fort intéressant qu'il puisse vivre un week-end avec les personnes accueillies. Cela dit, en fait, voilà, il faut, de la même manière que pour la conduite du véhicule, il faut pouvoir évaluer la capacité de la personne à être, on va dire, suffisamment autonome, par exemple, pour faire une nuit. On invite d'ailleurs les sites qualifiants plutôt à permettre aux apprenants d'être en binôme sur ce type d'intervention. Voilà. Et après, c'est pareil, une personne en première année peut-être va être un peu plus en difficulté pour se retrouver sur un week-end avec seul sur un groupe, par exemple, alors que une personne qui est en troisième année sur un stage qu'on appelle stage à responsabilité sera un peu plus aguerrie pour pouvoir prendre cette responsabilité. La seule chose qu'on peut rappeler, c'est qu'il faut faire attention aux droits du travail parce que les droits et les devoirs des stagiaires sont les mêmes que les salariés. C'est-à-dire qu'il faut être vigilant si jamais le stagiaire fait une nuit, par exemple. Il faut être vigilant à ce qu'il puisse récupérer un certain nombre d'heures consécutives de repos, à savoir 11 heures. C'est la norme. Et si voilà, il est sur des horaires un peu atypiques, il faut avoir en tête qu'il y a quand même 2 jours, enfin 24 heures consécutives de récupération hebdomadaire quand il y a des nuits ou des week-ends. Voilà. Après, les demandeurs d'emploi, par exemple, sur la question des week-ends, il y a une petite vigilance parce qu'ils doivent demander la possibilité auprès de France Travail. Bon, c'est une petite formalité pour pouvoir faire, par exemple, les samedis et les dimanches. C'est la petite particularité pour les demandeurs d'emploi. Sachant que globalement, France Travail n'est pas forcément très ouvert au fait que les demandeurs d'emploi travaillent particulièrement le dimanche. Mhm. La question du samedi se pose moins, mais il est vrai qu'on invite quand même les sites qualifiants à malheureusement éviter le dimanche pour pas mettre l'apprenant en situation, quoi, demandeur d'emploi, dans cette difficulté par rapport au travail le dimanche. Mhm. Je vais activer le son, ce sera mieux. Doit-on obligatoirement laisser du temps de travail personnel aux stagiaires? Alors voilà, ça c'est aussi la question du comment fait-on quand un stagiaire a du travail à fournir pour l'IRTS, par exemple. C'est ça qu'on entend par travail personnel, hein. Alors évidemment, le stagiaire est en formation pratique chez vous, mais les travaux qu'il doit rendre pour valider ses certifications, ou en tout cas répondre au contrôle continu qu'il y a dans le cadre de sa formation, doit effectuer un certain nombre de rédactions, de recherches, etc. Donc, et qui sont toujours liées à la formation pratique. Donc, dégager un peu de temps aux stagiaires pour répondre à ces commandes qui leur sont imposées peut être intéressant parce qu'en fait, il y a un lien entre l'expérience qu'il y a chez vous et effectivement les contenus qu'on peut leur demander. Donc, ce n'est pas un caractère obligatoire, évidemment. Pour autant, pouvoir détacher le stagiaire des face-à-face éducatifs, si je peux parler dans ces termes, est aussi intéressant pour qu'il prenne un peu de recul et participe aussi à la construction de sa réflexion
développer ses capacités d'analyse et de conceptualisation. Donc, il peut être que bénéfique de laisser un peu de temps de réflexion et donc ce qu'on appelle le travail personnel au niveau des stagiaires. Ce temps de travail doit être évalué en fonction des besoins aussi du service, puisque, je le rappelle, les stagiaires sont en situation d'apprentissage professionnel, donc ils sont en situation de prendre le rôle d'un professionnel. Voilà. On peut peut-être compléter, Cyril, en disant que, en fait, ces temps-là de travail personnel peuvent aussi être utilisés, et certains sites qualifiants le font, pour permettre aux apprenants d'aller rencontrer des partenaires de la structure, par exemple, d'aller voir comment ça se passe dans un autre service de l'association. Donc ça, c'est des choses qui se font déjà et qui sont pertinentes pour les apprenants. Et ils sont même en tout cas sur la question de l'ouverture vers l'extérieur, les réunions d'équipe, leurs rencontres avec les partenaires, ce sont des éléments qu'on retrouve dans les articles de la convention de stage sur site. Mhm. Mhm. Alors là, on vous a fait voyager avec notre prochaine slide. En fait, la question qui suit est comment se calcule le temps de vacances pour les stagiaires? Donc là, le document de référence pour pouvoir être au clair avec tout ça, c'est la convention de stage dont Cyril parlait tout à l'heure, puisque sur celle-ci, enfin dans celle-ci, apparaît un planning qui résume en fait les temps où l'apprenant doit être en regroupement, c'est-à-dire en temps pédagogique à l'IRTS, d'une part, d'autre part, les temps où il est censé être sur site qualifiant. Donc, nous, c'est ce qu'on appelle l'amplitude de stage. Et en fait, entre ces deux espaces-temps-là, il y a la plupart du temps quelques semaines de latence, on va dire, pendant lesquelles l'étudiant peut poser une semaine, deux, trois de vacances. Petit rappel qui est important, si la structure, si le site qualifiant est un IME par exemple, et qu'il ferme 2 semaines en décembre, une semaine en février, etc., l'étudiant peut tout à fait se caler sur les fermetures de l'établissement. Et sinon, globalement, tout ça, c'est à négocier entre l'apprenant et le terrain, le site qualifiant qui l'accueille. Comment faire avec la fiche d'évaluation de stage? C'est simple, il faut la remplir. Allez, je plaisante, mais ce document peut être fourni par les apprenants eux-mêmes. On est quand même, pour nous, en situation de formation professionnelle. Donc, la responsabilité, c'est aussi la transmission peut se faire soit par l'assistante pédagogique de la filière concernée, soit par l'apprenant lui-même pendant son expérience dans votre établissement. Euh, la fiche est complète, il faut prendre le temps de remplir tous les éléments. Cette fiche d'évaluation va se retrouver dans les livrets de formation qui sont une pièce obligatoire pour la finalisation du parcours de formation et surtout pour la finalisation des épreuves de certification qui se réalisent dans les centres d'examen type rectorat ou DRETS. Donc, cette fiche d'évaluation comporte des signatures, des dates, des heures et aussi une évaluation des compétences développées par les apprenants au cours de leur formation pratique. En fait, il faut vraiment remplir toutes les parties et j'ai envie de vous inviter à solliciter les référents de parcours qui sont indiqués sur les conventions de stage, donc les conventions de formation pratique sur site qualifiant, qui pourront vous aider et vous accompagner dans la formulation ou en tout cas dans les éléments qui pourraient ne pas être suffisamment clairs. Peut-être compléter et de dire que ces fiches d'évaluation de stage, elles ont une place extrêmement importante au-delà de la traçabilité d'un parcours fait en formation pratique et je dirais d'acter les compétences, en tout cas l'acquisition de ces compétences au cours de la formation pratique. C'est quand même un des supports ressortis lors des jurys pléniers quand il y a en effet dans parfois certaines fragilités à certains, je dirais à certains endroits, je dirais sur certains blocs,
il pourrait y avoir des discussions ou quelque chose de l'ordre de la justesse où on se pose la question de la validation ou pas de tel bloc de compétences. Et d'une manière, en tout cas, dans les usages des jurys pléniers, les premiers éléments qui sortent du dossier du candidat, ce sont les fiches d'évaluation de stage qui sont généralement relues et partagées en jury plénier et qui sont là pour, je dirais, aider à la décision pour le jury plénier pour valider parfois ou invalider un bloc de compétences. Donc, je pense qu'il y a quand même une demande, en tout cas de notre part, de se référer quand même beaucoup au référentiel de compétences pour avoir justement toujours ce même langage et d'être le plus précis possible pour que ça ne desserve pas parfois le candidat, parce que d'être un petit peu trop généraliste, parfois on a l'impression de ne pas avoir appris grand-chose quand on est en jury plénier sur le parcours de formation pratique et ça n'aide pas à la décision. Donc du coup, bon, je voulais quand même pointer sur le fait que cette fiche d'évaluation de stage, elle a une place extrêmement importante dans le parcours de certification de l'apprenant. Alors, Simone, peut-être avant qu'on passe à la slide suivante, j'ai une petite question à vous proposer. Donc, la question, c'est l'apprentissage est-il ouvert à toutes les formations? Alors, juste avant de répondre peut-être à la question, il y a Émilie qui voulait peut-être compléter le propos précédent ou c'est Oui, tout à fait autre chose. tout à fait. Je voulais rajouter parce qu'effectivement, alors, sur la nouvelle version avec la réforme, il n'y a pas de notation. Par contre, pour cette année encore en cours, hein, les évaluations font aussi partie de notations qui font partie de l'épreuve des certifications, notamment sur le domaine des compétences 1 et 3 des moniteurs éducateurs, qui font l'objet effectivement d'une organisation ici avec une notation formateur et professionnelle. Donc, plus effectivement les évaluations sont argumentées, plus la note est juste par rapport au regard du parcours de l'apprenant. Donc, on invite vraiment effectivement à argumenter au plus près des compétences attendues. Je voulais juste compléter ça puisqu'il y a quand même une note aussi de certification concernant, en tout cas la dernière année, mais qui ne sera plus le cas avec la réforme, mais dont les évaluations seront toujours portés à la connaissance du livret de formation et du dossier de pratique professionnelle du bloc 2 par la suite. Je vous remercie. Alors, pour reprendre la question sur l'apprentissage, toutes les formations sont ouvertes aujourd'hui à l'apprentissage au niveau, en tout cas, de l'IRTH Champagne-Ardenne. Ce qui est peut-être aussi à entendre, c'est que ce statut d'apprenti est un statut qui peut être obtenu en cours de formation, c'est-à-dire qu'un apprenant peut arriver avec un stagiaire peut-être d'apprenant demandeur d'emploi, et puis au cours de sa formation, peut aussi basculer sur le statut d'apprenti. Mais aujourd'hui, à l'IRTS Champagne-Ardenne, toutes les formations qui sont dispensées sont ouvertes à l'apprentissage. Il y a en effet un CFA qui a maintenant 2 ans d'existence, qui peut être largement, je dirais, sollicité sur toutes ces interrogations. En tout cas, largement répond aux questions qui peuvent être posées par les sites qualifiants sur la question de l'apprentissage et de la formation. Aurélie Bergamaschi, vous avez une question. Oui, absolument. Qui peut remplir un questionnaire qualité? Alors, Simone l'a très bien évoqué en début, en introduction de ce webinaire. Vous avez reçu normalement un questionnaire d'évaluation pour les sites qualifiants, adressé aux sites qualifiants. Normalement, on vous l'envoie dans la période de mars. Donc, voilà, on peut remercier déjà les personnes qui participent à ces retours. Par contre, voilà, on peut observer un retour qui reste encore assez faible. Là, sur notre dispositif 2023-2024, on a eu un taux relativement bas de 9%. Donc, il est essentiel, et c'est là, on va vraiment en profiter on va profiter de ce webinaire pour vous solliciter
à répondre à ce questionnaire que vous allez recevoir en mars. Donc, il y a un intérêt, effectivement, puisque on recueille vos avis à plusieurs niveaux, notamment au niveau de l'accompagnement, donc par le référent professionnel ou le maître d'apprentissage. Et là, ça constitue déjà un premier élément de réponse. Donc, évidemment, les questionnaires peuvent être remplis par les référents professionnels ou le maître d'apprentissage sur le site qualifiant. Ce sont les personnes qui sont au plus près de la formation et au plus près de l'accompagnement, pardon, de nos apprenants. Donc, voilà, c'est une première réponse. Ensuite, on l'envoie directement dans notre fonctionnement actuel au directeur, au service RH des sites qualifiants. Donc, un petit message accompagne en général le questionnaire et on vous invite à transmettre ce lien au référent professionnel ou au maître d'apprentissage de vos structures, pour avoir leur avis, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on aimerait bien avoir un peu plus le retour des personnes qui sont au plus proche de l'accompagnement des apprenants, même si on a aussi besoin du retour des directeurs ou des services RH, ce regard croisé est nécessaire. Mais voilà, je vous sollicite vraiment vivement à, à, à pouvoir transmettre le lien. Peut-être qu'il y a d'autres circuits, d'autres moyens d'atteindre, d'avoir vos avis, surtout ceux des référents professionnels. Donc voilà, on s'interroge un petit peu aujourd'hui sur le circuit. Et je vous sollicite aussi à y réfléchir. Vous pouvez laisser des commentaires, hein, si vous avez des idées sur comment on pourrait être au plus proche aussi des retours des référents professionnels ou des maîtres d'apprentissage, tout en remerciant bien sûr les personnes qui dirigent les sites qualifiants pour les retours que nous avons eus jusque-là. S'il y a des questions, bien sûr, n'hésitez pas. On va retourner, on va faire comme à une époque dans les studios. Est-ce que on a des questions autres, éventuellement que des points abordés là ou par rapport aux points qui ont été abordés? Martine et Alison. Alors, de mon côté, pas de questions pour le moment. Alison, de votre côté non plus? Non plus. D'accord. On va arriver au terme de ce webinaire en espérant avoir amené suffisamment d'informations à des questions qui pouvaient être restées peut-être en souffrance du côté des sites qualifiants. En tout cas, c'est une première qu'on souhaite réitérer à chaque rentrée, de pouvoir avoir cette rencontre-là, même si on en connaît d'autres au cours de l'année qui sont déjà peut-être un peu plus installés dans nos pratiques professionnelles. Donc, je rappelle que ce webinaire peut être visionné toute l'année universitaire en allant sur le site de l'IRTS. Vous allez pouvoir retrouver en effet les liens qui vous permettraient de visionner à nouveau ce webinaire. Si en cours d'année, il y a, et je rejoins ce qu'Aurélie Bergamaschi a pu vous dire, c'est-à-dire des éléments que vous souhaitez qu'on apporte, de partager certaines connaissances ou peut-être entendre vos besoins et pour lesquels on pourrait avoir peut-être des réponses. On vous invite à donc aller sur notre site avec aussi sur des remarques, hein, prendre contact au travers des mails de contact au travers du site de l'IRTS. Je vous remercie pour toute l'attention que vous avez portée à notre webinaire. Je vais remercier la filière AES qui a été très assidue dans le visionnage de notre premier webinaire et du soutien qu'elles ont pu apporter. Et puis, je vous souhaite une bonne rentrée des sites qualifiants et une bonne année universitaire. Merci.